Alors certains vivent de leur passion dès le plus jeune âge, d'autres attendent un peu d'acquérir de l'expérience avant de vivre de leur passion, mais l'automobile revient toujours au cœur de leur projet. C'est le cas de Théo, ancien ingénieur aéronautique et aujourd'hui créateur et gérant de la conciergerie automobile Le Chalet Automobile, un nom qui parle de lui-même bien sûr, puisqu'il est situé entre lac et montagne à Évian-les-Bains, dans le fabuleux département de la Haute-Savoie. Ce premier épisode des Clés du garage nous emmène à sa rencontre. Salut Théo. Salut Benoît. Ça va? Ça va et toi? Ouais, super. Théo, t'es passionné d'automobile depuis ton plus jeune âge. Tu peux nous dire un peu d'où t'es venue cette passion? Ouais, bah ça remonte à très très loin puisque j'ai des anecdotes. C'est ma mère notamment qui me disait que quand j'étais petit, je regardais les roues de ma poussette tourner à chaque fois. Puis après, j'ai commencé à grandir. Je connaissais toutes les marques de toutes les voitures. Je crois que je connaissais plus les marques encore avant qu'aujourd'hui. Tu vois, je connaissais vraiment tous les modèles. J'avais un livre de collection, je connaissais tout. Et tu vois, 16 ans, conduite accompagnée. Mon père, il avait une caisse chouette. J'ai fait ma conduite accompagnée sur une Audi S5, Ah oui. donc 330 chevaux. Donc c'était vraiment cool. Et puis 18 ans arrivent, les moyens de m'acheter une voiture. Donc j'ai commencé par une BMW 1.30, ce qui du coup m'a forgé aujourd'hui ma passion pour les BMW. Au début, je voulais juste un truc un peu look vintage, fiable, fun. Et puis j'ai commencé à conduire ça. Et puis ça a été tout de suite un coup de foudre finalement. Ça a déclenché vraiment cette passion pour les autos des années 80-90, les Youngtimers, que ça soit BMW, Porsche, les anciennes Ferrari, voilà, tout ça. T'es un beau panel d'automobiles. Et du coup, est-ce que tu as décidé tout de suite de consacrer tes études à ça ou t'es vraiment passé sur une autre voie? Non, en fait, moi, à la base, j'aime tout ce qui est mécanique, j'aime tout ce qui est en fait le côté ingénierie. Donc en fait, pendant que j'étais à l'IUT d'Annecy, déjà j'ai fait un bac scientifique. Donc tu vois, je voulais vraiment m'orienter dans le scientifique. Ensuite, je suis allé à l'IUT Génie mécanique à Annecy. Donc là, c'est là en fait où on commence à voir les voitures, on commence à voir les avions, tu commences à développer en fait la façon de faire des pièces, des choses comme ça. Et ça m'a plu. Et en fait, j'ai continué ma branche là-dedans. J'étais déjà passionné d'auto, j'avais déjà acheté mes autos à ce moment-là, mais je voulais pas forcément faire mon métier. Et donc, en stage de fin d'études de cette IUT, je suis allé chez Airbus à Nantes, donc un stage d'ingénieur aéronautique. Et ce stage, en fait, ça m'a appris en fait les valeurs du travail dans une grande entreprise. Et j'ai fait ce stage en fait en tant que gestionnaire de production en bureau méthode chez Airbus. Donc en fait, c'est du développement de pièces, c'était de la façon de faire les pièces. Et en fait, ça m'a plu. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais après mon IUT? Et donc, je me suis orienté vers une école d'ingé aéronautique en alternance, que j'ai fait du coup pendant 3 ans, où là, en fait, toujours chez Airbus, ça m'a permis de voyager entre Toulouse, Nantes et Bristol en Angleterre. Et en fait, c'est là que ça m'a vraiment formé au métier d'ingé aéronautique. Donc je suis passé par le bureau méthode, comme je t'ai dit, par le bureau d'études, et en fait, j'étais spécialisé dans le développement des pièces carbone, pièces composites, et donc voilà, c'était vraiment chouette comme expérience. Et ensuite, après, est arrivé le Covid. Ah, ça, bien sûr, la grande période du Covid. Ça, c'était magnifique, c'est toujours le truc qui revient. Bon, c'est pas une excuse, parce qu'au final, le Covid, ça m'a permis... donc, j'ai postulé pour bosser dans l'ingénierie automobile et dans le sport auto, pour faire des pièces auto, des choses comme ça. Apporter en fait mon expertise que j'avais acquis tout au long de mon cycle aéronautique en automobile. Sauf qu'en fait, quand tu viens de l'aéro, en automobile, en compétition auto, on te regarde avec des yeux comme ça, on te dit ouais, en fait super, vous n'avez pas le savoir, vous n'avez pas le bagage pour l'automobile. Et en fait, moi j'arrivais à justifier en me disant, vous savez, j'ai fait de l'aéronautique, par contre je suis passionné d'auto depuis tout le temps, je restaure mes véhicules, enfin voilà, j'ai le savoir-faire. Mais voilà, j'avais pas forcément de diplôme à mettre en face, donc ça a été un peu compliqué. Et donc voilà, le temps passe. Au niveau aéronautique, grosse crise avec le Covid. Du coup, des petits boulots qui correspondent pas forcément à mon diplôme, donc pas forcément dans la branche développement comme je le souhaitais. Donc là, je me pose la question en me disant, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue dans cette voie ou est-ce que je change totalement de voie? Et donc c'est là qu'arrive en fait le projet de la conciergerie automobile, qui était un projet que j'avais déjà.
Et au début, je m'étais dit, mais je me lance dans l'aéro, je prends mon CDI, j'ai ma régularité de travail et en parallèle, voilà, et en parallèle, j'ai ma passion et en fait, je lance mon concept en parallèle puisque ça aurait sûrement pris plus de temps. Je fais le projet comme je veux, je trouve un local pour stocker les voitures, voilà, j'apporte le service au client, mais plus à distance. Okay. Et puis, en prenant le temps de le faire. Et en fait, là, je me suis dit, pourquoi je le ferais pas maintenant, en fait ? Donc là, j'avais toutes les planètes qui s'alignaient, j'avais trouvé le local. J'étais en train de monter le dossier pour le financement. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, si je prends pas les risques maintenant, si je me lance pas maintenant, mais... Enfin, c'est bête de pas le faire, surtout que là en fait j'ai rien qui m'attache, j'ai pas le boulot, voilà. Et donc je me dis bah vas-y, c'est parti, on y va. Et donc là a commencé, j'ai mis 1 an à lancer ce projet. Donc j'ai eu la chance en fait pendant 1 an d'être rémunéré, enfin d'être à Pôle emploi parce que du coup j'ai bossé en aéronautique, donc j'ai un petit chômage si je puis dire. Et en fait ça me permet aussi sur cette première année du lancement de l'entreprise d'avoir en fait des rémunérations. Bien que ma société ne tourne pas encore comme elle devrait tourner. D'ailleurs, quand tu as eu ton passage dans l'aéronautique, justement, tu sentais un peu que l'automobile était peut-être un peu trop éloignée de toi ? Alors, oui, enfin, on va dire que je bossais et en fait, quand j'avais fini de bosser, les week-ends, je les passais auto, okay. Que ça soit karting, rallye, course auto, voilà. Enfin, j'ai monté aussi les ponceurs alpins que tu dois sûrement connaître avec mon cousin. Voilà, donc voilà, ça c'était vraiment. En fait, on a monté les ponceurs alpins pour se dire, pour être légitime, qu'on nous prête des voitures, qu'on filme, justement pour le fun, pour essayer des voitures et toujours en fait faire des reportages et des trucs comme ça. Et donc voilà, comme tu dis, quand tu as un boulot et que tu n'es pas dans l'automobile, l'automobile c'est ta passion, c'est tes week-ends, mais pas plus. Voilà. Et moi je me disais, mais en fait... tu aimerais mélanger ce côté passion et ce côté professionnel. Bah voilà, parce qu'en fait, moi, que ça soit sur des restaurations automobiles, sur des choses comme ça, en fait, je conseillais mes potes. Ils me disaient, ouais, t'as pas un site pour acheter telle pièce, bah tiens, tu connaîtrais pas tel service, machin. Et en fait, je connaissais tout, parce qu'à force, tout peut-être pas, mais à force de bosser là-dedans, je prenais des services pour mes autos, je conseillais à des potes, j'orientais, bah tiens, va voir un tel de ma part. Et en fait, je faisais déjà ce rôle que j'ai de concierge aujourd'hui, et je le faisais pour moi et pour mes potes. Et je me suis dit, mais en fait, pourquoi je le ferais pas pour les autres, quoi. Et donc, le chalet automobile est né en septembre l'année dernière, c'est bien ça ? Alors, le chalet automobile, il a ouvert en janvier 2022. Ça, c'est l'ouverture. Voilà, Par contre, toute la préparation. Voilà, avant cette préparation, en fait, j'ai envie de te dire, le chalet automobile, il est même né en octobre 2020. Allez, si tu veux, j'ai trouvé le logo, on a bossé avec Dorine, un brin de com qui m'a fait toute ma com. On va dire qu'en avril 2021, j'avais le logo, j'avais l'idée, j'avais ce bâtiment-là qui était tout en travaux, qui était tout à aménager. Voilà, il y avait les choses, c'était carré, c'était posé, on savait ce qu'on allait faire, on avait déjà choisi les couleurs, la peinture, enfin tu vois, c'était déjà tout imaginé. L'ambiance chalet, elle était là, et il y avait tout à faire. Ok, et du coup justement, la conciergerie automobile, elle a un nom quand même symbolique, du coup pourquoi le chalet ? Voilà, donc le chalet, donc, comme tu l'as résumé aussi, c'est en fait entre lac et montagne. Et en fait, en Haute-Savoie, donc là on revient aux valeurs de la Haute-Savoie. La Haute-Savoie, même les gens qui y habitent, c'est des gens qui sont assez rustres. C'est des gens qui sont, on va dire, qui te font pas confiance facilement, mais une fois que tu as leur confiance, c'est gagné. Tu vois, Et en fait, le chalet, c'est déjà... d'un premier point pour rassurer en fait mes futurs clients en disant bah tiens, ça s'appelle le chalet, Théo c'est quelqu'un qui est né à Thonon, c'est un enfant du pays, donc voilà, moi le but c'est de m'implanter au mieux dans la région, ça, il s'identifie un peu que le client s'identifie au chalet. Donc si c'est un collectionneur automobile, il dira bah voilà, moi j'ai mes véhicules stockés au chalet. Et en fait en Haute-Savoie, tu te dis t'as tes véhicules stockés au chalet, t'as le lieu qui est convivial à l'intérieur, enfin voilà, il y a tout pour en fait apporter les valeurs du chalet à travers mon entreprise. C'est ça, le petit lieu là-bas de partage, de convivialité. C'est ça, voilà. Et puis allier bois, automobile et puis tes passions finalement. Voilà, c'est ça. En fait, le chalet, ça résume, en fait, si tu veux, à la base, si on fait simplement, c'est juste un hangar de stockage dans lequel j'ai apporté en fait une touche chaleureuse et dans lequel j'apporte ma passion, mes services et que voilà, le client, en fait, quand il vient là, tu pars du bâtiment simple, mais en fait, il a une expérience qui est unique et qu'il ne retrouve pas ailleurs. Et du coup, en parlant des clients, ils viennent te voir et c'est quoi le concept ? Qu'est-ce que tu leur proposes à ces clients ? Bien sûr de la conciergerie,
conciergerie, mais tu les accompagnes en fait dans leur projet, c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc le client, en fait, s'il veut bénéficier de mes services, la clé d'entrée, c'est le stockage, c'est le gardiennage. Donc en fait, le client, j'ai plusieurs packs, et en fait, avec le pack qui comprend en fait une place et la surveillance de son véhicule, ça lui donne accès en fait à mon expertise, à lui trouver des pièces, voilà. Bon, après, c'est des suppléments suivant le service auquel il a envie de souscrire, mais voilà, c'est vraiment la clé d'entrée, c'est stationner sa voiture, et après on étudie ses besoins, s'il a des projets de restauration, voilà, et on fait du sur-mesure. D'accord, oui, parce que j'ai vu que tu faisais aussi de la restauration, enfin tu amenais. C'est ça. Alors moi, je fais, en fait, la conciergerie, je fais tout, mais via des prestataires. Donc moi, j'ai mon réseau de prestataires, donc de confiance, et en fait, ça permet au client, lorsqu'il a, je sais pas, des demandes de carrosserie, des demandes de mécanique, que tout passe par moi, et que le client, en fait, qu'il ait un seul intermédiaire, une seule facturation, et en fait, peu importe ce qu'il fait, c'est vers moi qu'il se tourne. Et ici, tu acceptes tout type de véhicule, tout type de voiture? Bien sûr, voilà, tu vois, là, pour l'exemple, qui est un super exemple, j'ai un petit collector japonais que j'ai en restauration aujourd'hui, une CRX de 1992, et ça fait partie des petites voitures collector qu'il est important de préserver, et c'est pas parce que le client, il n'a pas une voiture à 200 000 euros ou une dernière Porsche que du coup, il n'est pas le bienvenu il ici. va passionner comme tout le monde, quoi. Voilà, moi, vraiment, le mot d'ordre, en fait, c'est passion. Bien sûr, derrière, il faut que le client, il sache quel budget il a à mettre pour sa restauration, parce que tu vas pas venir en me disant j'ai ça à faire et j'ai que 1000 euros, c'est pas possible. Peut-être bien un cahier des charges, peut-être. Voilà, lui, il a sa restauration sur sa petite CRX, il est quand même conscient du prix que ça coûte une restauration. Donc voilà, dès lors que le client sait où il va, moi, j'ai le plaisir de l'accompagner. Et d'ailleurs, est-ce que tes études en aéronautique, tes compétences que tu as développées là-bas, ça t'aide aujourd'hui dans bien sûr, toujours. En fait, si tu veux, quand tu es ingénieur, quel que soit le domaine, on te dit être ingénieur, c'est pas tout savoir, c'est juste savoir où chercher. Tu vois, tu as toujours des problématiques qui viennent vers toi en disant bah voilà, j'ai ça comme problème, j'ai pas le choix, il faut que je réussisse, qu'est-ce que je dois faire? Voilà, ça c'est dans l'ingénierie aéronautique, on avait ça. Et en fait là c'est pareil, le client il arrive vers moi, s'il a un problème que je connais, bah, tant mieux. Ça veut dire, du coup, j'ai déjà mon réseau. Enfin, voilà, si tu veux, c'est facilement solvable pour moi. Après, si le client, il arrive et que, du coup, j'ai pas de solution, le client, il doit pas savoir, il doit pas avoir l'impression que je connais pas. Moi, ce que je vais faire, c'est qu'il va arriver avec son projet, je vais me documenter sur son projet, je vais chercher, par exemple, là, pour la japonaise, qui était une voiture que j'avais pas eu le cas, forcément. Bien sûr. Les pièces de japonaise, c'est hyper compliqué. Et en fait, si tu veux, en une semaine, j'ai appris. Je lui ai commandé des pièces qui étaient introuvables pour lui, et en fait, je reviens vers lui une semaine après en disant ouais, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ci, et le client, il est satisfait. Ouais, donc c'est quand même un gros travail en amont. Toi personnellement, c'est quand même un gros travail de savoir en fait, documenter. Alors moi, je chiffre pas toutes les heures au client que je passe pour me documenter. Si tu veux, il me confie son projet de restauration, je lui facture les heures en fait pour trouver la pièce, les heures en fait pour monter son dossier. Mais après, derrière, j'ai envie de dire, c'est jour et nuit. Genre le soir, je me mets sur, je sais pas, sur les sites d'annonces, sur les trucs, je cherche une annonce, bah tiens, je vois ça passer, j'ai mis les alertes, et ça, c'est des choses que je facture pas, puisque en fait, c'est pour faire vivre mon concept, et c'est ça que cherche le client, c'est du conseil. Voilà. Mais voilà, et le conseil, en fait, ça se construit au fur et à mesure. Oui, et puis personnellement, sur un plan personnel, ça te développe aussi ta culture générale. Je pense qu'elle est déjà bien. Ouais, mais elle est jamais complète. Elle est jamais. Tu vois, il y a plein de voitures où j'ai pas encore forcément travaillé dessus, et en fait, plus je vais avoir de l'expérience, plus ça va m'enrichir, et en fait, tu te rends compte que c'est pas parce qu'aujourd'hui, depuis 8 ans, je suis dans les véhicules que je connais tout. Que tu connais tout. Par contre, tu vois, tu vas me dire sur les BMW E30, voilà, j'allais sur les y venir, anciennes. super transition, Théo, nickel. Naturellement, on parle de ça. Je te laisse me poser la question du coup. Ta Madeleine de Proust, c'est les BMW. Du coup, pourquoi la marque BM? Explique-nous. Parce que là, par contre, pour le coup, tu dois tout savoir sur la marque BM. Alors tout, peut-être pas. Sur le E30, on va dire, j'en sais pas mal. Et alors pourquoi les BM? C'est pas forcément pour l'image qu'elle renvoie, parce qu'en général, les BM, c'est pas des super images. C'est un peu... Voilà, tu vois ce que je veux dire, mais c'est plutôt en fait pour le côté à l'époque, parce que maintenant c'est plus trop le cas, mais c'était voiture pas chère, voiture fiable, et puis moi c'était le critère numéro 1, c'était propulsion pour faire des drifts. Pour faire des drifts. Voilà. Donc on est vraiment dans une région où ça se prête. C'est ça, à la montagne, on va dire que tu peux conduire n'importe quelle voiture en montagne, c'est fun. Mais quand tu conduis une propulsion et que tu sens que ça part dans tous les virages, que ça glisse, que tu lui mets des pneus clous, que tu vas sur la glace et tout, tu te dis mais en fait ça c'est la voiture pour ça. Voilà. Et du coup, tu as réussi à t'en procurer des BM? En fait, à l'époque, les E30, je parle comme un vieux, mais à l'époque, c'était il y a 7 ans. La E30, ma première 318 IS, je l'ai payée 3 000 €.
Donc c'est pas rien, mais en soi, pour une 318 aujourd'hui, c'est quoi? C'est entre 12 et 15. Je sais pas si je mettrais 12 000 € dans une 318 IS aujourd'hui, quoi. Bien que c'est super fun, mais à l'époque, mon critère, c'était fun, pas cher, robuste. Et finalement, elle avait répondu à tout. Voilà, aujourd'hui, si tu veux, c'est toujours fun, c'est robuste, mais c'est devenu cher. Donc ça enlève un des critères qui fait que la voiture est sympa si t'en as pas, quoi. Voilà, donc après, si t'achètes un exemplaire à 15 000, un truc qui est propre, bah tu vas pas avoir la même utilisation que moi j'en ai. Bien du entendu. coup, voilà. Donc c'est là que du coup, t'as la limite, est-ce que c'est bien d'acheter une E30 maintenant? Est-ce que, voilà. Après, ça dépend pour quoi faire. Et d'ailleurs, tu t'es acheté il n'y a pas si longtemps que ça, une 320 IS, et là du coup c'est plus... donc c'est là où on en vient encore une fois, donc 320 IS, donc il y a le critère de voiture fun, là il y a un autre critère, c'est voiture collector, puisqu'il n'y en a eu que 2500, avec le moteur de la M3, et c'est là en fait, tu l'utilises pas comme tu utilises une 318 IS que tu as payé 3000 €. Là c'est plus du respect de la voiture, c'est plus préserver son histoire, et la conserver dans son état d'origine en fait. Et du coup, on la nomme la M3 italienne, t'as une petite histoire là-dessus? Ouais, c'est ça, M3 italienne. Donc pour faire simple, en fait, en 89, il y avait la M3 E30 qui se vendait en France et en Europe, et c'était une 2,3 litres. 2,3 litres, 195 chevaux, et en fait en Italie, ils avaient la bonne idée de mettre des taxes sur les moteurs supérieurs à 2 litres, ce qui faisait qu'en fait sur le marché, les voitures supérieures à 2 litres, elles se vendaient pas. Enfin même chez Ferrari, tu vois, quand ils sortaient même les Dino, les choses comme ça, il y avait les versions 2 litres 4 et les versions 2 litres, parce qu'en fait il y a eu plus de versions 2 litres de vendues parce qu'il y avait moins de taxes. Et la BM en fait c'est ça, la M3, la 320 IS E30, c'est en fait ils ont pris une E30 standard, donc une M-Technique phase 2, et en fait, ils ont mis la technologie de la M3 à l'intérieur, donc moteur bois de pont, et sauf que le moteur, au lieu de faire 2,3 litres, il fait 2 litres. Ils ont changé le vilebrequin, ils ont changé les pistons, et en fait, tu passes de 2,3 litres à 2 litres, et tu passes de 195 chevaux à 192. En soi, sur le papier, il n'y a pas de différence, puisque le 2 litres, en plus, il permet d'avoir une coupure encore plus haute, elle monte à 7200 tours minute, alors qu'une M3 monte à 7000. Donc c'est 200 tours minute de fun en plus, que t'as pas dans une M3, tu perds un peu de couple, mais voilà, c'est quand même très nerveux. Ouais, c'est très nerveux. Et d'ailleurs, en parlant un peu de taxes, tout ça, qu'est-ce que tu penses de l'avenir un peu de ces véhicules-là, qui datent des années 90? C'est quoi leur avenir? Est-ce que tu penses qu'elles seront vouées à rester dans un garage sous une bâche? Non, justement, c'est des voitures. Aujourd'hui, on voit qu'il y a pas mal d'acteurs qui développent justement les choses pour qu'on puisse continuer de rouler avec. Je pense notamment à la FFVE, qui finalement facilite aujourd'hui les certificats collection, les choses en fait. Dans toutes les villes, on va t'interdire de rouler avec des anciennes, mais si tu as un certificat collection, tu pourras. Voilà. Donc moi, je fais partie des gens qui veulent faire rouler ces voitures parce qu'en fait, je comprends pas pourquoi on veut interdire de faire rouler ces voitures, puisque c'est des voitures qui roulent pas beaucoup en soi. Ça représente pas énormément. Et les gens, ils sont tout de suite en train de penser « Ah, bah l'échappement, il sent mauvais, ça pollue ». Bah, certes, c'est peut-être sur le moment un truc qui peut paraître polluant, mais la voiture, moi, la M3 italienne, là, j'ai fait 1000 km en un an. Donc alors on va dire le Clio de 2014 va en faire 15 000. Alors que la Clio, le mec il fait 15 000, t'es gentil, si c'est un moteur diesel, il fait 30 000 par an, il bouge et il pollue franchement mais 100 fois ou 200 fois plus que moi. Voilà, donc c'est pour ça que cette vision des choses sur les véhicules historiques de collection, et encore, même aujourd'hui, sur les récentes, tu prends une dernière Ferrari qui fait 800 chevaux, qui est mal usée, le mec il va jamais faire 30 000 km avec sa Ferrari, il va faire 2000 par an. Donc c'est pour ça que moi j'ai vraiment du mal avec ces normes, et j'espère qu'en fait on va réussir à préserver ce plaisir automobile et faire comprendre en fait que l'automobile de passion, c'est pas l'automobile de masse. Exactement, qui fait que de mobilité où qui on va fait aller que d'un point A à un point B. Voilà, moi je suis pas contre tout ce qui est transition énergétique. Trouver des solutions, l'électrique, bon après c'est encore discutable si c'est des solutions de déplacer pollution, c'est encore discutable, mais je suis pas contre la recherche, et là encore mon parcours d'ingé, ça me montre aussi que moi j'ai travaillé sur les avions de 2030, l'hydrogène on en parlait déjà il y a quelques années, avant que ça sorte au grand public, c'était déjà des solutions qu'on cherchait. Donc c'est des solutions qui vont se développer, et c'est pareil pour les voitures, mais il faut pas mélanger en fait la voiture passion, la voiture plaisir avec la voiture de tous les jours pour réduire l'impact énergétique. Tout à fait. Passion, c'est le mot d'ordre un peu du chalet automobile. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite de Totalement. C'est que le hangar soit plein, et c'est que quand tu rentres le matin dans le bâtiment, t'es la banane, et que en fait mes clients aient cette même banane et qu'ils se disent bah voilà, j'ai ma voiture au chalet, c'est un lieu caché, c'est un lieu secret, et je suis trop content d'avoir ma voiture ici. Et j'ai trop envie que les clients en fait ils ressentent la même chose que moi.
Et j'ai vraiment envie de fonder cet esprit club automobile, cet esprit passion, comme tu l'évoques. C'est ultra important, et encore plus aujourd'hui, quand on voit avec les crises sanitaires, les choses comme ça, on empêchait les gens d'aller au bar, on empêchait les gens de sortir, on empêchait les gens de faire ce qu'ils aiment. Et je pense qu'en fait, le principal dans les choses qu'on fait, c'est vraiment que ça fasse plaisir. C'est ça. Et c'est vraiment que les gens, ils y trouvent en fait un intérêt. Qu'on éprouve du plaisir et que les clients viennent, ils prennent leur clé, ils démarrent et c'est ça, voilà. Ils partent. Avec une voiture bien sûr toute saine, préparée par Théo. Bah voilà, une voiture toute saine, révisée, checkée, voilà, que le client en fait il puisse bénéficier des bons côtés automobiles sans avoir en fait à se soucier, bah mince, est-ce que j'ai fait ma dernière vidange, bah mince, est-ce que si je pars en week-end, d'ici voilà. 20 bornes, Bon, après sur une voiture ancienne et de collection, c'est aussi le charme de te dire que même si elle est révisée, on part, est-ce qu'on reviendra, c'est ça. Tu sais jamais, mais voilà, moi j'ai mes clients s'ils partent et qu'ils sont en galère, j'ai une assistance aussi pour aller les chercher, voilà, tu vois, ils sont pas seuls en fait. On va dire que le client il me dit je suis en panne, et bah, je trouve le moyen d'aller l'aider, soit déjà d'aller le chercher et puis ensuite de ramener son véhicule. La voiture, voilà. Merci beaucoup Théo de nous avoir accueillis au Avec chalet plaisir. automobile. J'espère que cette visite t'a plu. Ah, c'était super. On te souhaite plein de bonnes choses en tout cas pour la suite. Merci. N'hésitez pas d'ailleurs à aller checker l'Instagram, le chalet automobile, voilà, et puis le site internet très important. C'est là où du coup on peut se rendre compte aussi, parce que tout se joue sur le site internet, parce que j'en ai pas parlé, mais les clients en fait leur point d'atterrissage au début c'est le site internet ou la page Insta, et c'est après seulement que je sonde et que j'étudie leurs besoins, et c'est après seulement qu'ils sont autorisés à venir visiter. On comprend un petit peu quand tu vois les véhicules qui vont pouvoir être stockés. Puis c'est un peu la vitrine de la qualité que tu proposes et de ce que tu proposes. Merci beaucoup. À plus. À plus. Merci. Et à la prochaine pour un épisode des Clés du garage. Salut.